Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée lumineuse très inspirante. De formation scientifique au départ, elle fait des ponts entre les sciences et la spiritualité, le mental et les émotions, la quête de sens et la psychologie. Elle est de ces êtres qui se sont incarnés avec un sacré potentiel, ou même un potentiel sacré, devrais-je dire. Bref, c'est une vraie zèbre. Elle est thérapeute et enseignante en shiatsu et auteure de plusieurs livres, dont L'énergie corps-esprit chez Erol et le dernier qui s'intitule J'arrête de me trouver nulle, qui sera le thème du podcast d'aujourd'hui. J'ai la grande joie d'accueillir pour une interview lumière, celle qui est aussi une grande amie, Clotilde Poivillier. Bonjour Clotilde. Bonjour Anne. Alors Clotilde, comment est-ce qu'on passe des sciences au shiatsu quantique ? Ça paraît très mystérieux. Finalement, je pense que c'est un tout. C'est sur la même direction. C'est-à-dire que j'ai fait des sciences quand j'étais jeune. Je me suis lancée dans les sciences et plus précisément dans la biologie parce que j'étais très intéressée par tout ce qui est lié à la vie, au vivant. Et j'ai enseigné la biologie en collège, lycée, formation professionnelle pendant un moment. Mais parallèlement à ça, à 16 ans, je faisais déjà du magnétisme pour soigner un petit peu mes amis. Et ensuite, j'ai voulu faire de la kiné, et puis je me suis pas lancée là-dedans finalement. Et puis, à l'aube de mes 40 ans à peu près, je me suis dit que j'avais envie de soigner réellement, donc je me suis lancée vers le shiatsu. Et puis, pourquoi l'approche quantique ? Parce que l'approche quantique, c'est tout ce qui est lié à l'information. Donc, c'est aussi les sciences, c'est la physique quantique. Donc, j'ai relié le shiatsu à la physique quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que le shiatsu quantique ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ta pratique ? Et puis, tu as aussi écrit un autre livre et tu es une spécialiste en décodage psychocorporel. Et tout ça, finalement, c'est lié. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décoder un petit peu justement tout ça ? Alors, ce que moi j'appelle le shiatsu quantique, c'est un shiatsu, c'est-à-dire une discipline pour laquelle on travaille avec les mains sur les méridiens d'acupuncture. Et en plus d'appuyer avec mes mains sur les points d'acupuncture, je donne l'information. Une information spécifique correspondant à un des logiciels de fonctionnement des points d'acupuncture ou des méridiens. Donc, c'est encore plus précis. En ce qui concerne le décodage, tu peux me redire ta question ? Oui, en fait, je me demandais quel lien tu faisais justement entre le shiatsu quantique et le décodage psychocorporel et puis surtout de nous expliquer ce que c'est. Moi, j'appelle ça plutôt psycho-bio-énergétique, c'est-à-dire que je fais un lien entre les fonctions psychiques des méridiens d'acupuncture et les fonctions organiques des méridiens d'acupuncture, et puis les fonctions des organes eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que un estomac, ça sert à digérer les aliments, mais ça sert aussi à digérer les événements. Une bronchite, par exemple, quand on a une bronchite, il se peut que ce soit parce qu'on ait des choses à dire et qu'on n'ait pas pu les dire parce qu'on ne peut pas broncher. Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la somatisation. Psychosomatique ou somatopsychique, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être le psychisme qui agit sur le corps ou le corps qui agit sur la psyché. Ça peut être dans les deux sens. D'accord. Par exemple, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir un peu mal au cœur. Alors, pas mal au cœur de manière un peu barbouillée, mais d'avoir un peu des palpitations, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple ? Ça pourrait vouloir dire que peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, tu es en questionnement ou en souffrance.
Que je peux avoir des peines de cœur. Effectivement, on peut utiliser aussi les mots parce que les expressions de la langue française, elles sont très parlantes. J'en ai plein le dos ou j'ai du mal à digérer ça. Pour une même problématique, certaines personnes vont somatiser sur un organe, au niveau d'un organe, et d'autres sur un autre organe. Par exemple, quelques personnes vont pouvoir dire si elles ont été trahies ou si elles ont eu une dispute avec quelqu'un, dire je digère pas ça, ou alors ça passe pas, ou alors j'ai du mal à l'avaler. Ou je me fais de la bile. Ou je me fais de la bile, voilà. Alors, on va revenir effectivement à notre sujet, mais qui est lié à tout ça. Tu as écrit un livre qui s'appelle J'arrête de me trouver nulle aux éditions Erol. Et pourquoi finalement on a cette croyance et qu'on a tous ce petit vélo dans la tête qui par moment ne peut s'empêcher, notre mental, de mouliner sur je suis nulle, je vais pas y arriver, je m'en sors pas, je suis nulle, et puis de se comparer, etc. Pourquoi toi tu as décidé du coup d'écrire un livre sur ce sujet? Parce que c'était aussi un thème qui te touchait toi particulièrement? Alors oui, c'est quand même un thème qui me touchait dans la mesure où quand j'étais petite, c'est pas vraiment que je me trouvais nulle, mais c'est que je me pensais insignifiante parce que je suis d'une fratrie de 4 enfants, mes 2 frères aînés étant handicapés mentaux lourds. Moi, je suis la 3e et ma sœur qui est après moi avait aussi des difficultés de comportement. Donc mes parents avaient mis toute leur attention plutôt sur mes frères et sœurs que sur moi. Et moi, je me demandais mais qu'est-ce que j'ai de moins pour qu'ils s'occupent peu de moi. À 35 ans, ma mère m'a dit, mais tu poussais toute seule, alors on t'a laissé pousser toute seule. Donc, je n'ai pas été arrosée suffisamment. Ils ont fait de leur mieux, ils étaient adorables, mes parents, je leur en veux absolument pas et j'ai quand même une très belle enfance. Mais dans ma tête de petite fille, je me disais, qu'est-ce que j'ai de moins? Pourquoi ils s'occupent moins de moi? Donc, j'avais ce sentiment d'être mise à l'écart qui peut, dans la tête d'un enfant, s'assimiler au fait d'être nul ou en tout cas de ne valoir rien du tout. Ma valeur était insignifiante. Alors effectivement, j'ai lu à plusieurs reprises qu'on nourrit beaucoup plus de pensées négatives, de ruminations, et donc je me sens nulle fait partie de ces ruminations que de pensées finalement positives. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces croyances limitantes? Comment ça arrive? Alors toi, tu parles de ton éducation et de ton cas personnel, mais finalement, on est tous un peu à la même enseigne. Oui, de toute façon, on dépend tous de notre éducation, du milieu socio-culturel dans lequel on vit, de la religion, ou non d'ailleurs, des expériences qu'on a vécues, des échecs qu'on a vécus, mais aussi du transgénérationnel. Donc ça veut dire qu'on peut hériter de nos ancêtres d'un message inconscient qui passe, moi je dirais, et c'est comme ça que je l'interprète, même dans notre ADN et au niveau cellulaire, un message de mode de fonctionnement. Peut-être que j'ai eu le cas d'un petit garçon en séance qui se trouvait nul depuis l'âge de 3 ans et qui avait 8 ans. Donc il était en problématique d'échec permanente et en faisant des tests, des biotests au niveau de son corps, j'ai eu la réponse que ça venait d'un de ses ancêtres et je lui explique qu'on hérite de nos parents et de nos ancêtres de la couleur des cheveux, des yeux, etc., mais aussi d'événements, de modes de fonctionnement et que il avait probablement un ancêtre qui avait fait quelque chose de mal ou cru faire quelque chose de mal ou qu'il avait été accusé de faire quelque chose de mal et du coup il s'était trouvé nul. Et que cet enfant, donc je lui ai dit, mais c'est comme si tu étais branché sur Radio Ancêtre. Et l'enfant me répond, mais c'est incroyable ce que tu me dis parce que j'entends tout le temps dans ma tête une petite voix qui me dit je suis nul, je suis nul, je suis nul. Donc on a travaillé sur ça, sur la déprogrammation de cet héritage délétère. Et au bout de 2 séances, je crois, 15 jours après, sa maman m'envoie une photo de lui sur le podium de la compétition de judo et il était médaille d'or. Donc c'était vraiment, c'est une image. Un vrai succès. Un vrai succès, mais je trouve ça incroyable qu'on puisse être détenteur d'événements et de chocs émotionnels qui ont pu se passer dans les générations précédentes. Je crois qu'il y a des études, il me semble que ce sont des études à Harvard qui montrent qu'il y a un stress même au niveau de l'ADN. Et donc ça, ce sont finalement des découvertes assez récentes de voir que le stress de nos ancêtres impacte même le cœur de nos cellules, de manière finalement maintenant prouvée scientifiquement, même si de manière empirique on pouvait en avoir une bonne idée. Tu suis un peu justement tous ces travaux sur ces... Oui, complètement. J'ai lu la même étude ou les mêmes études dont tu parles. Effectivement, ça laisse des artefacts au niveau de l'ADN et on s'est rendu compte que, pas forcément à la génération juste après, mais parfois 2 ou 3 générations après, qu'une femme qui a été violée, par exemple, qui a été violée, une arrière-grand-mère qui aurait été violée, on peut retrouver des traces, des artefacts au niveau de l'ADN de la petite fille ou l'arrière-petite fille et que, donc, elle a ce message-là et
quelque part, elle peut vibrer sur cette fréquence-là. Donc, elle émet inconsciemment ce message-là. Qui sait si elle ne pourrait pas être une proie plus facile pour des éventuels prédateurs plus tard, quoi. Alors ça a quand même quelque chose d'effrayant parce que du coup ça veut dire qu'on subit d'une certaine manière ces programmes, hein, comme un programme informatique qui serait finalement enregistré en fait dans nos cellules. Et du coup, puisque nous sommes d'une certaine manière un peu effrayante programmés, comment peut-on se débloquer, se déprogrammer, parce que finalement c'est ça qu'on cherche. Ben oui, voilà, exactement. Alors c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que dans la première partie, je demande comment on est observateur et comment on s'est programmé à se trouver nul. Et c'est ce qu'on disait juste avant, là, c'est que transgénérationnelle, éducation et même la fidélité familiale. Parfois, on est fidèle aux pensées de nos parents. Donc bon. Et du coup, ça engramme inconsciemment, bien évidemment. Et ça a engrammé certains, ce que j'appelle des poisons du quotidien, comme la culpabilité, être dans l'espace don et dette, c'est-à-dire si on nous donne quelque chose ou si on fait quelque chose pour nous, on se trouve nul, on se sent en dette, et si on n'arrive pas à rendre autant que ce qu'on nous a donné, alors à ce moment-là, on se trouve nul. Puis la comparaison, etc. Enfin, il y a plein de poisons qui font que on peut avoir tendance à se trouver nul, et d'autant plus que, en tout cas en France, je voulais revenir sur ça parce que tu m'as posé la question au début de l'interview. En tout cas, en France, le mot fier, il est connoté négatif. Parce qu'on dit, il est trop fier pour s'aider, ou elle fait ça fière, il a une fierté mal placée, ça, c'est lié à l'orgueil, à la vanité, à un amour-propre excessif. Alors que c'est tabou, donc, en France, de reconnaître ses qualités, sa réussite, alors que aux USA, c'est tout à fait accepté. Au contraire, c'est même apprécié, notamment dans les entretiens d'embauche. Donc, on est déjà mal barré en France pour pouvoir se trouver fier et arrêter de se trouver nul, quoi. Donc là, on parle typiquement d'un conditionnement effectivement sociétal. Exactement. Entre deux pays. C'est vrai que pour avoir vécu aux États-Unis, je me souviens, en classe, c'est toujours extrêmement encourageant. On encourage beaucoup les enfants. Alors parfois peut-être à outrance pour des choses qui sont pas forcément toujours très valorisantes, mais il y a ce terreau de confiance en soi qui est donné. Donc vraiment, là, on touche à la confiance. Alors, ce petit vélo, ces ruminations qui sont constamment dans notre cerveau, comment justement les faire taire, comment les déprogrammer concrètement? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Parce que parfois, on s'en rend même pas compte. En fait, ça tourne automatiquement en nous, mais on n'est pas forcément en auto-observation de nos pensées constamment. Alors précisément dans la deuxième partie de mon livre, c'est-à-dire la partie on devient acteur pour pouvoir se déprogrammer, c'est-à-dire se libérer de tous ces engrammes. Je présente des outils qui permettent de court-circuiter l'inconscient. Alors, ce sont des outils ancestraux qui sont revus par les neurosciences et qui permettent de développer certaines qualités pour pouvoir changer, comme ouvrir sa conscience, développer son discernement, renforcer sa confiance en la vie, en soi, le lâcher prise aussi, parce qu'on a un petit peu de mal aussi à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé avant. Le plus souvent, on rumine sur les échecs du passé et on s'angoisse, on est anxieux sur les échecs à venir, parce que notre cerveau, il est programmé pour voir le négatif, enfin pour voir ce qui cloche. Parce que quand on voit le négatif, quand on voit les choses qui ne sont pas tout à fait dans la norme, à ce moment-là, ça permet d'anticiper le danger. Donc on est programmé naturellement pour voir ce qui ne va pas, pour voir le négatif. Donc ça demande un effort de voir le positif. Et il faut essayer de changer ça. Enfin, ce qui est important, c'est de pouvoir changer ça. Alors, l'un des outils, tu me demandais un exemple. Oui, c'est ça, un petit exemple concret. Alors, je parle déjà du drone coach. Le drone coach, c'est comme une espèce on imagine comme une caméra qu'on fait sortir de soi pour s'observer en live. Donc, on se dit, mais là, on se met donc en méta-observation. On imagine qu'on sort cette petite caméra comme un drone qui est accroché à nous et qui nous observe. Et en direct, en live, on va se dire, par exemple, lors d'une discussion ou lors d'une dispute ou même dans la vie générale, on va essayer d'observer comment on fonctionne, les mots qu'on dit, le débit, la façon de se tenir. C'est-à-dire que si on va à un entretien d'embauche et qu'on a les épaules voûtées, le regard vers le bas, et que en plus on va mettre en avant plutôt nos défauts que nos qualités, c'est sûr qu'on risque pas d'avoir le poste. Donc si on s'observe et que tout d'un coup on se redresse, qu'on a un regard vif et ouvert et qu'on regarde son interlocuteur dans les yeux, qu'on essaye d'avoir un rythme de parole
correcte, à ce moment-là, on va non seulement donner des informations spécifiques à notre interlocuteur qui se réfèrent à ce qu'il voit et ce qu'il ressent et ce qu'il entend, mais aussi on va aussi reprogrammer notre corps dans la mesure où si on prend une posture de vainqueur, et c'est souvent ce que je dis à mes patients, les personnes que je suis en séance, je leur dis si vous prenez une attitude de vainqueur, vous allez déclencher à l'intérieur de votre corps toute une série de sécrétions de neuromédiateurs qui vont permettre que justement vous allez être plutôt positif. Alors, on va sécréter de la dopamine, la sérotonine, qui sont des neuromédiateurs qui sont plutôt dans le sens du mieux-être et des qualités d'être, quoi. Donc déjà le drone coach, si on se prend en flagrant délit d'avoir des attitudes négatives et de transformer ça directement, ça va déjà être positif. J'ai aussi... D'accord. Alors est-ce qu'on n'est pas je t'arrête une seconde. Oui, est-ce qu'on n'est pas un peu quelque part dans l'auto-persuasion et puis certains ricanent depuis longtemps avec la méthode Coué en disant pensée positive, il faut que je sois positif et tout. Et parfois, est-ce qu'il est possible qu'on ne puisse pas, c'est-à-dire que nos conditionnements, nos blocages, nos empêchements, nos blessures, enfin tous les poisons dont tu parlais tout à l'heure sont trop forts que ce programme agit, même si notre mental, d'un autre côté, cherche à dire mais si, vas-y, ça va bien se passer, etc. C'est comme quand on va parler en public, par exemple, devant une salle comble, on est motivé, etc. Et puis au moment de rentrer sur scène, finalement, le programme se rejoue et puis toutes les bonnes motivations, tous les bons conditionnements qu'on s'était mis en tête, ça disparaît. Alors oui, donc du coup, ça va être plutôt des motivations et pas des conditionnements, parce que les conditionnements, c'est ce qui est dans notre inconscient. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut pouvoir avoir des outils qui permettent de déprogrammer l'inconscient. Alors, dans les outils que je propose, parce qu'il y a l'hypnose et moi, je connais pas l'hypnose, donc c'est un outil très, très important pour déprogrammer l'inconscient. Mais l'auto-shiatsu aussi, on va travailler sur des points d'acupuncture qui vont faire circuler notre énergie et donc agir sur chaque méridien est associé à un organe, une fonction du corps, ça c'est pour la partie physique, physiologique, mais aussi à une émotion et un comportement. Donc quand on va presser certains points en auto-shiatsu ou en séance de shiatsu, quand on va presser certains points, on va agir aussi bien sur le physique que sur les émotions et que sur les comportements, en court-circuitant l'inconscient, puisque l'énergie, elle est au centre de tout ça. Donc, on va pouvoir court-circuiter l'inconscient. Donc, je donne plusieurs points qui vont permettre de renforcer, par exemple, notre capacité de décision, notre passage à l'action, renforcer l'amour de soi, le discernement, l'adaptabilité, etc. Et c'est des points spécifiques qui vont agir sur ça, donc en court-circuitant l'inconscient. Ça, c'est déjà un exemple. Je dirais aussi qu'il y a dans une autre partie, parce que j'avais toute une partie pour se déprogrammer et une partie pour se reprogrammer. Donc la partie pour se déprogrammer de se trouver nul, il y a ensuite une autre partie pour se reprogrammer à être fier de soi. Et là, c'est un programme que j'ai appelé le programme PARI, P-A-R-I, ce qui est aussi pas mal parce que c'est un jeu de mots par rapport à se faire un pari par rapport à soi-même. PARI, ça veut dire plaisir, action, relation, imagination. Et là, on travaille sur les 4 et donc les 5 éléments de la médecine chinoise pour sortir du cercle vicieux rumination, anxiété dont je parlais tout à l'heure. On rumine sur les échecs passés et on est anxieux sur les échecs de l'avenir. Et par exemple, se faire une plaisirothèque où on va mettre toutes sortes de plaisirs qui nous tentent, mais n'importe quel type de plaisir. Ça peut être des plaisirs sensoriels, ça peut être prendre un bain, ça peut être sentir une fleur, ça peut être téléphoner à une amie, lire un livre. Et chaque jour, on s'engage, donc on crée notre propre plaisirothèque, j'ai appelé ça plaisirothèque, et chaque jour, on s'engage à se faire 3 petits plaisirs qu'on choisit et on s'engage à les faire. Et en faisant ces 3 petits plaisirs, on va activer le méridien du cœur qui est lié évidemment au cœur, bien sûr, à la circulation sanguine, mais qui est lié aussi à la confiance en soi et à l'estime de soi et à notre place dans l'univers. Donc rien qu'en se faisant des petits plaisirs, on va renforcer l'énergie du méridien du cœur et donc
renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. C'est quand même pas très très difficile finalement. Alors, est-ce que ça tient dans la durée et est-ce qu'il faut vraiment régulièrement et pendant une durée assez importante en fait faire des exercices pour changer véritablement la donne et pour que ce soit pas juste un truc un peu comme les régimes à effet yo-yo où finalement on est en contrôle et ça fonctionne pendant un temps et puis après les mauvaises habitudes reviennent. Non, moi je dirais alors j'imagine que si on est bien déprogrammé, en principe ça fonctionne. Alors voilà, exactement. Dans le livre, il y a d'abord la déprogrammation pour enlever tous ces poisons, tous ces dictates, tout ce qu'on avait hérité du transgénérationnel, etc. de notre éducation. Une fois qu'on a réussi à travailler là-dessus, notamment avec l'auto-shiatsu, avec la cohérence cardiaque dont j'ai pas parlé, mais la pêche au feedback positif, c'est-à-dire aller chercher des feedbacks positifs de la part des gens. Une fois qu'on a réussi à déprogrammer ça, on va pouvoir, parce que la nature a horreur du vide, donc on va pouvoir se reprogrammer. Et se reprogrammer avec ce fameux programme Paris. Alors, tu me posais la question, est-ce que ça dure dans le temps? Bien sûr qu'il faut qu'on ait quand même une certaine vigilance. Mais il y a des points, notamment d'acupuncture, d'auto-shiatsu, qui permettent de renforcer les capacités de volonté, de vigilance. Et puis, on n'a rien sans rien, de toute façon. Donc, moi, quand je travaille avec mes patients, j'ai une neurologue près de chez moi, enfin à l'hôpital de Versailles, qui m'a envoyé depuis 3 ans une centaine de patients qui ont des douleurs spécifiques. Alors, pendant les séances, moi, je travaille et en shiatsu et en fascia et en reprogrammation cellulaire, mais en même temps, je les coach, donc je leur donne des exercices à faire sur eux-mêmes après, et notamment la cohérence cardiaque qui est très, très efficace, et le drone coach, par exemple. Et de l'auto-shiatsu, je leur donne ces exercices pour qu'ils puissent se maintenir dans le mieux-être, voire d'arriver dans le bien-être. Oui, en fait, non, mais je voulais revenir parce que tu parles de cet outil merveilleux qui est la cohérence cardiaque. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la cohérence cardiaque, c'est quand même très facile et simple à faire soi-même. Il y a même, je crois, tu recommandes toi des applications qu'on peut utiliser. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots rapidement ce que c'est que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est une technique qui est employée maintenant dans les unités de gestion du stress et de l'anxiété et même de la douleur dans les hôpitaux. Moi, j'ai été formée au CHU de Lille par des médecins et des psychiatres, entre autres, qui utilisent entre autres la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quand notre cœur est en cohérence, c'est-à-dire il a une pile électrique en fait quelque part le cœur. Et donc quand le cœur est à cette fréquence spécifique de cohérence qui est 0,1 Hertz, mais bien à ce moment-là, on équilibre notre système nerveux autonome, c'est-à-dire on a un frein et un accélérateur dans notre système nerveux. L'accélérateur, il est lié à l'adrénaline, tout le monde connaît l'adrénaline, qui accélère toutes les fonctions et qui est stimulée aussi par les émotions trop fortes. Et on a aussi un frein. Et ce qui est important, c'est de pouvoir bien moduler le frein et l'accélérateur quand on est sous stress. C'est comme la conduite sur glace, c'est stressant. Et à ce moment-là, moi, j'en ai fait un tout petit peu, on apprend à accélérer et freiner en même temps pour pouvoir mieux gérer les dérapages. C'est un peu la même chose. Et selon la médecine chinoise, notre cœur est l'empereur en médecine chinoise. Je parlais tout à l'heure du méridien du cœur. C'est l'empereur qui gère tout ça, qui gère tout. Et quand on est en cohérence cardiaque, toutes nos cellules se mettent en cohérence avec le cœur. Ça fait comme un reset et elles se mettent à obéir à leur empereur. Donc ça remet tous les compteurs à zéro, mais de façon positive. Et comment on se met en cohérence cardiaque? Il y a des applications spécifiques. On peut pas décider de mettre notre cœur à 0,1 Hertz. Alors avec notre respiration, parce que les poumons, la respiration est liée au cœur et à nos ondes cérébrales par un nerf qui s'appelle le nerf vague. En ayant une respiration à un rythme spécifique et 6 cycles par seconde, on va pouvoir mettre notre cœur en cohérence. Et sachant que quand on fait ça pendant 10 minutes, ça a un effet de plus de 2 ou 3 heures sur notre corps. Donc pendant 2 ou 3 heures, on est à la fois efficace, mais zen et en même temps vigilant. On n'est pas débordé par nos émotions et par trop d'actions. On est efficace, mais zen. C'est absolument extraordinaire. Alors, une ou deux applis peut-être que moi, tu peux me conseiller? J'aime beaucoup, mais elle est que sur Android. J'aime beaucoup l'application Paced Breathing, donc P-A-C-E-D et puis Breathing. Il faut la régler spécifiquement. Alors sur mon site shiatsutema.com, il y a toute une rubrique sur la cohérence cardiaque et je donne les sites, j'envoie des liens. Voilà, donc on pourra voir ça. Et il y a l'application de Symbiofi qui est aussi sur iPhone et sur Android.
aussi. Parfait, merci beaucoup. Alors dans ce podcast, il y a cette question récurrente qui revient, puisque ce podcast s'appelle Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, d'oser déployer tes ailes pour vivre ta métamorphose? Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie? Est-ce que c'est plutôt un cheminement? Voilà, partage-nous en fait cette métamorphose que tu as vécue. Alors moi, je dirais que je me suis construit mes propres balises quand j'étais petite, puisque je disais que mes parents étaient plus occupés par mes frères et sœurs. Donc je me suis dit, j'ai créé mes propres balises, et notamment quand j'étais toute petite, c'est une petite anecdote mais qui est très parlante. Il y avait un portique très haut dans le jardin à la campagne, avec une poutre en haut à 4 mètres de haut et une échelle de chaque côté. Et à 6 ans, mon père, qui était très il nous élevait un petit peu en garçon manqué et il avait dit un peu kamikaze, oui, et il m'avait dit monte en haut du portique et puis vas-y, traverse ma fille. Bon, il était en bas quand même, en dessous au cas où. Et j'avais très très peur, mais en même temps j'avais envie que mon père soit fier de moi. Donc j'ai traversé 4-5 fois le portique de 4 mètres à 4 mètres de haut, aller-retour, sur une poutre qui faisait la taille de mon pied, 10 centimètres de large. Et j'étais très fière de moi et mon père était très fier de moi. Et tous les étés, à chaque fois qu'on retournait à la campagne, ma première action que je faisais le lendemain, c'était de faire cette traversée sous l'œil symbolique, ou réel d'ailleurs s'il était là, mais sous l'œil symbolique de mon père. Le message que j'en ai tiré à cette époque-là, c'était dépasse tes peurs pour avancer dans ta vie. Ça, c'était vraiment, vraiment, et ce sont des balises. Alors comme il y avait des tourbillons dans le à Chinon, dans la Vienne, là où on nageait et on faisait du ski nautique. Et mon père m'avait dit, si tu tombes dans un tourbillon comme ça, il est tellement puissant qu'il t'emmènera vers le fond, donc ne résiste pas, lâche prise et laisse-toi aller vers le fond en bouchant ton nez, en ne respirant pas, pour donner un coup de pied en biais pour sortir vers la surface. Et ça, pour moi, ce message que j'ai interprété, c'était quand tu sens que tu sombres ou que tu coules, ne résiste pas, lâche prise pour pouvoir sortir et revenir vers la surface au lieu de te bloquer avec des choses qui te tirent vers le bas. Alors c'est très beau parce qu'on sent vraiment que là dans cette parole et dans cette métaphore de ton père, il y a vraiment cette idée d'accueil de ce qui est, et ça m'emmène vers la question de fin, puisque notre podcast est bientôt terminé, qui est quelle question existentielle te poses-tu? Qu'est-ce qui te taraude en fait dans cette vie? Moi, je pense que c'est l'intolérance à la différence. Alors évidemment que c'est lié à mon enfance, parce que mes frères étaient handicapés, que je ne supportais pas qu'on, dans la rue, quand on se promenait, que les gens les regardent comme des bêtes sauvages ou comme des, voilà, ça me rendait folle. Donc j'ai du mal avec la différence, mais quelle qu'elle soit, le racisme, les gens qui sont différents, qui fonctionnent autrement. Moi, j'ai l'impression d'être un peu différente dans mon mode de fonctionnement. Je me sens très hétérodoxe, c'est-à-dire en dehors de la doctrine. Et j'ai appris à faire avec, c'est-à-dire pour moi, en ce qui me concerne, à me fiche un petit peu de ce que les gens peuvent penser et à assumer ma différence. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et quand je vois que des gens sont victimes de l'intolérance des autres, c'est très très difficile pour moi. Donc j'essaye d'œuvrer là-dedans et de pousser les personnes que je connais, les amis, à dépasser justement leur peur d'être mises à part par rapport à la différence, à leur différence. Mais cette différence va aussi, ça me tient à cœur aussi, c'est le non-respect, l'intolérance et le non-respect de la souffrance en général et aussi de la souffrance animale. Écoute Clotilde, je te remercie beaucoup pour cette interview lumière en ma compagnie, puis en la compagnie de ceux qui nous écoutent. Je suis sûre que maintenant on a des bonnes pistes pour arrêter de se trouver nul, évidemment à travers ton livre dont je rappelle le titre, J'arrête de me trouver nul, aux éditions Erol, mais également par soi-même. Là tu as donné déjà aussi des outils très précieux, et puis aussi tu as donné cette conscience de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut avancer sur cette voie et cheminer. Ouvrir sa conscience, s'auto-observer, regarder tout cela, guérir ses blessures potentielles transgénérationnelles, ses conditionnements. C'était très riche. Je te remercie beaucoup et je suis sûre que nos auditrices et auditeurs auront apprécié d'arrêter de se trouver nuls pour être enfin fiers d'eux-mêmes et oser s'affranchir de leurs croyances
limitantes. Voilà. Merci beaucoup, Clotilde. Et juste une petite phrase, une petite information supplémentaire, c'est que j'ai un site j'arrête-de-me-trouver-nul.com sur lequel on peut trouver des extraits du livre et puis des outils, certains outils. Donc ça peut peut-être aider d'aller voir le site en attendant d'acheter le livre. En tout cas, j'étais ravie de faire cette interview avec toi. Merci Anne de ta confiance. Merci beaucoup Clotilde, et je rappelle aussi pour nos auditeurs que ce podcast a été enregistré à distance, toi chez toi et moi chez moi en Suisse, et donc évidemment nous n'avons pas une qualité studio, mais néanmoins on a tout fait pour avoir une bonne qualité quand même, et pour ça je te remercie Clotilde. À très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, Engagé de Nature, les premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.